Bonjour et merci de nous recevoir. Nous allons présenter, si vous permettez, en duo le sommaire de notre mémoire. Mon nom est Michel Saint-Pierre. Je suis coprésident de l'Institut Jean Garon. J'ai œuvré pendant, comme la plupart des gens qui sont membres de l'Institut, des gens qui ont une longue carrière en agriculture. J'ai été sous-ministre de l'Agriculture et des Pêcheries d'Alimentation. Et je vous présente Guy Debailleul. Alors, je suis Guy Debailleul, coprésident de l'Institut Jean Garon et professeur associé au département d'économie agroalimentaire de l'Université Laval, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière en enseignement et en recherche. L'Institut Jean Garon est un groupe d'analyse et de réflexion, ce qu'on appelle communément et depuis souvent même en français, un think tank, sur les grands enjeux de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois. Contrairement au nom que porte notre institut, nous sommes apolitiques. Personne n'a jamais pensé que Jean Garon était apolitique, alors dans notre cas, c'est le cas. Nous sommes à la fois apolitiques, nous sommes à but non lucratif et nous avons des positions neutres. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Notre but, c'est d'apporter un éclairage dans un débat qui se situe dans le temps depuis quelques mois, on devrait dire, avec un certain nombre d'éléments qui sont venus alimenter ce débat-là. Il y a longtemps, c'était Monsanto qui faisait les manchettes, et plus récemment, c'était un agronome du MAPAC. Mais dans tout ça, il y a eu une série d'événements qui ont mis les pesticides sur la sellette. Et dans cette avalanche d'informations, il nous apparaissait, nous, à l'Institut Jean Garon, important d'apporter un éclairage sur où est-ce qu'était la problématique et est-ce qu'il y a des pistes de solution à la question des pesticides. Parce que, sans vouloir nier la problématique, il y a peut-être également des pistes de solution, puis certaines, peut-être d'entre elles, sont très vieilles, d'ailleurs. Donc, ce qu'on a voulu apporter, c'est une position qui est celle à la fois neutre, mais qui amène à la prudence et à la modération en ce qui concerne ce produit-là. Parce que c'est un poison, ça c'est clair. C'est un poison pour un être quelconque, ou une plante, en tout cas quelconque. Alors donc, on ne peut pas nier cette réalité-là, donc il faut le traiter de façon très particulière. Et on a voulu apporter une image qui nous apparaissait être la plus près de notre réalité de tous les jours. Les pesticides sont un médicament. Pourquoi on dit ça? Parce que, à l'instar des médicaments sous prescription, ils ont des buts très précis. Ils ont, dans le temps également, une vie, il y a une ordonnance qui suit ça. Il y a des façons également de l'utiliser. Et l'abus de ça, à l'instar de l'abus des pesticides, crée une problématique. Cette image-là, pour nous, elle est forte parce que, à la fois, on y trouve le côté positif. Les pesticides ne sont pas juste une nuisance pour la société. Ils servent à produire des aliments. L'usage excessif, lui, devient, à l'instar également des médicaments, un danger. Mais on ne dit pas, quand les gens utilisent de façon excessive des médicaments ou se droguent carrément, on ne dit pas « bannissons un médicament ». Mais on a entendu souvent l'expression « bannissons les pesticides » au cours des dernières semaines, à tout le moins. Alors, c'est ce qui nous a amené à vouloir dire « oh là, il y a des pistes de solution, il y a une réalité, oui, à ne pas nier. » Et c'est le non-respect de ces règles-là qui nous amène aujourd'hui à dire « bon, où est-ce qu'on se situe? » Et de fait, la première question qu'on voudrait adresser, c'est « où est-ce que se situe le Québec dans la question, la problématique, entre guillemets, des pesticides? » Guy va nous en parler. Lorsque l'on cherche à situer le Québec, on est amené à le faire, en particulier par rapport au reste du Canada, par rapport aux autres provinces. Et quand on consulte les statistiques, on peut avoir d'un côté des images relativement favorables pour le Québec et d'autres qui sont plus préoccupantes. Lorsqu'on consulte les données de Statistique Canada, par exemple, on voit que la proportion des terres qui reçoivent effectivement des pesticides au Québec est sensiblement inférieure à la proportion que l'on observe dans les autres provinces, et en particulier dans les provinces des prairies. En gros, on dirait entre 50 et 60% des terres au Québec reçoivent des pesticides, alors que la proportion peut atteindre 70-80%. Lorsque l'on regarde du côté des terres effectivement cultivées,
on constate le même écart, sinon encore plus important. Alors, on peut penser aussi que cette différence est liée au type de culture qui sont pratiquées et qui sont probablement plus homogènes, plus réduites dans les provinces canadiennes, dans les provinces du reste du Canada. Maintenant, lorsqu'on observe les dépenses en pesticides par hectare cultivé, là, les écarts sont sensiblement plus réduits et quelquefois, on est amené à constater qu'ils se dépensent davantage d'argent en pesticides par hectare cultivé recevant des pesticides que dans le reste du Canada. Alors, je parle de dépenses parce qu'on n'a pas les données sur les quantités effectivement utilisées. Donc, on se réfère aux dépenses telles que les enregistre le Statistique Canada. Par ailleurs, ce que l'on doit aussi constater, c'est que les données sur l'utilisation des pesticides au Québec sont aussi fragmentaires. Ça a été évoqué dans l'intervention précédente, mais ces données sont, comme ça a été dit, colligées par le ministère de l'Environnement, mais on se rend compte qu'une partie des pesticides ne sont pas comptabilisés parce que sont, par exemple, les pesticides qui sont associés aux semences enrobées ne sont pas comptabilisés dans de telles données. Et le commissaire au développement durable en 2016 a attiré l'attention là-dessus, comme il a attiré l'attention sur le fait que depuis 30 ans, pratiquement 30 ans, on a essayé de mettre en place des stratégies phytosanitaires visant la réduction de l'utilisation des pesticides. On avait été très ambitieux au début des années 90 en visant une réduction de 50%. En réalité, lorsque l'on collige les données, on s'aperçoit que l'utilisation n'a pas sensiblement baissé sur toute la période. Donc, c'est relativement préoccupant et le commissaire en concluait que l'agriculture du Québec est toujours aussi dépendante de l'utilisation des pesticides. Alors, on peut rajouter à ce point le fait que si on regarde l'évolution en longue période de l'utilisation des pesticides, on ne peut pas dissocier cette évolution de l'évolution de certaines grandes cultures au Québec. En quelque sorte, il faut rappeler aussi, ça a été mentionné, mais 70-80% de l'utilisation des pesticides, il s'agit d'herbicides. Et les produits herbicides sont essentiellement utilisés par quelques grandes cultures, dont le maïs et le soja. Et lorsque vous regardez et vous mettez en perspective l'évolution des superficies en maïs, par exemple, puis ensuite du soja, et l'évolution des dépenses en pesticides, les deux évolutions sont sensibles, assez rapides depuis la fin des années 70 et sont relativement corrélées. Donc on peut aussi, on reviendra sur ce point-là un peu plus tard, mais on ne peut pas ne pas évoquer dans cette problématique le fait qu'on ait eu des politiques qui ont largement encouragé le développement de certaines grandes cultures, grandes utilisatrices de pesticides. Permettez, regardons un peu les pistes d'avenir, s'il y en a. D'une part, et je vais redonner la parole à Guy parce que c'est son domaine, le domaine de la formation. On n'y échappe pas, comme dans beaucoup d'autres domaines, les grands enjeux tournent autour d'une formation qui est souvent inadéquate. C'est le cas actuellement, ainsi que la recherche. Guy? Alors, sur ce plan-là, vous aurez évidemment plus de détails avec la présentation du doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture demain, mais j'ai tendance à dire que la formation des agronomes, les grandes orientations, la philosophie même de la formation n'a pas beaucoup changé depuis une trentaine d'années, et même plus depuis que moi-même j'ai reçu une formation d'ingénieur agronome il y a là pas mal de temps. C'est toujours un peu la même vision des relations, par exemple, plantes-environnement. C'est toujours une sorte d'approche en silo, puisque ça avait été évoqué, cette expression, où on juxtapose des disciplines les unes à côté des autres. Or, depuis un certain nombre d'années, la FAO a invité les pays membres à revoir complètement leur programme de vulgarisation
leur programme de formation et leur programme de recherche à la lumière d'un concept dont le terme n'est pas si nouveau, ça remonte à plus d'un siècle, mais qui sert de plus en plus de référence, c'est l'agroécologie. Je vous invite à la conclusion, s'il vous plaît, puisque la période de 10 minutes étant déjà terminée. Est-ce que vous pouvez conclure? J'aimerais conclure sur le fait qu'il y a aussi des pistes, autres pistes porteuses. Il y a eu des choses dont on n'a pas parlé beaucoup, des réseaux d'avertissement phytosanitaire qui, depuis 30-40 ans, ont fait des merveilles au niveau réduction dans certains domaines. Des luttes biologiques également, qui sont des avenues à explorer. Il y a l'agriculture biologique nous enseigne des choses, mais il y a aussi l'agriculture raisonnée qui est un peu en rapport à ça. Et peut-être une dernière chose, la plus vieille des pratiques pour le contrôle des problèmes, des pestes ou des ennemis de culture, la rotation. Les rotations de culture, la diversité des cultures, chose que malheureusement on ne pratique pas assez. Alors, c'est simple, mais il existe des pistes. Merci beaucoup. Sur ça, nous allons y aller avec des questions par la partie du gouvernement. Monsieur le député de Bourget, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Je veux juste être sûr de bien comprendre. Je vais vous le répéter dans mes mots. On a moins de surface d'agriculture. Là. Il y en a moins de surfaces qui reçoivent des pesticides. Mais dans les surfaces qui reçoivent des pesticides, on est plutôt généreux. C'est ce qui ressort quand on consulte les dépenses par hectare en pesticides, telles qu'elles sont colligées et publiées par Statistique Canada, oui. Ceci peut être dû au fait que certaines cultures en demandent plus, ou bien non, que l'habitude a été prise d'en mettre plus. Monsieur Saint-Pierre. Oui, la réponse, c'est certaines cultures en demandent plus. Ce sont, pour les nommer, les grandes cultures qu'on trouve généralement dans la région de la vallée du Saint-Laurent, Montérégie. Ce sont les plus grandes utilisatrices de pesticides. Et comme Guy l'a mentionné tout à l'heure, quand on parle de pesticides, on parle surtout d'herbicides. C'est celui qui a fait monter la donnée, si on veut, de façon plus importante au cours des dernières années, en particulier depuis l'avènement des plantes OGM, maïs et soya, et évidemment de son corollaire, le Roundup ou le glyphosate, qui va de pair, évidemment. Monsieur le député. Quand vous parlez d'herbicide, ça veut dire qu'un désherbage mécanique pourrait le remplacer, ou au moins aider. Monsieur Saint-Pierre. Techniquement, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr, mais là, il y a d'autres théories qui vont vous être présentées. Ils vont dire, bon, le coût mécanique du désherbage mécanique, le temps qu'on y prend, c'est un peu le dilemme dans lequel se trouvent les gens qui font cette pratique-là. Ils ne le font pas de façon méchante et sans égard aux problématiques, mais ils savent également qu'ils sont dans un secteur, il y a une économie, il y a un coût à ça. Si vous me permettez, oui, dans certains départements de génie rural, il y a eu des travaux qui se sont menés ou qui continuent à se mener sur des alternatives à l'utilisation des herbicides, tels que le désherbage mécanique ou même le désherbage thermique, c'est-à-dire le fait de passer avec des rampes qui brûlent les mauvaises herbes à un stade où elles sont les plus fragiles, alors que la plante cultivée n'est pas encore trop exposée. Mais jusqu'à présent, en fait, il semble que ces alternatives ne se soient pas révélées aptes à concurrencer l'utilisation des herbicides du point de vue des coûts. Et puis certaines cultures se prêtent mal à un désherbage mécanique. Allez-y, monsieur le député de Bourget. Vous avez aussi insisté sur le fait que la formation a peu changé, n'a peut-être pas suivi les besoins. Si vous aviez à la changer, avez-vous quelque chose à nous proposer là-dessus? Monsieur Desbailleul. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je faisais allusion au principe ou au concept d'agroécologie qui a amené, par exemple,
le gouvernement français, par exemple, a prescrit à l'ensemble de ces lycées agricoles de réviser leur programme de formation à la lumière de ce concept. L'INRA qui a revu complètement ses programmes de recherche aussi. Vous avez en ligne un classement des 40 universités américaines qui ont les meilleurs programmes de maîtrise en agroécologie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'agroécologie? C'est une façon d'envisager les relations entre la plante et l'environnement sous l'ensemble de ses dimensions, pas seulement l'interaction d'un intervenant extérieur comme un pesticide ou un engrais, mais l'ensemble des fonctions, en quelque sorte, qui sont mobilisées par la croissance de la plante. Et il faut bien reconnaître, au Canada, on a pour le moment un seul programme de premier cycle au Manitoba qui est fondé sur l'agroécologie. Et puis, à l'Université Laval, il y avait simplement une école d'été de 5 jours jusqu'à présent. Alors, je pense que le doyen va vous annoncer demain qu'il y a en préparation un programme de maîtrise en agroécologie. Mais peut-être qu'on pourrait penser qu'avant d'aller à la maîtrise en agroécologie, il faudrait commencer par les programmes de premier cycle et puis aussi les programmes du collégial. Sur ce, Monsieur le député de Bourget. Une dernière question, commentaire, là, c'est peut-être la formation n'a pas changé, mais les acheteurs sont beaucoup plus sensibilisés. Alors, la formation des gens, ce n'est pas de la formation dans ce cas-là, mais ce sont les gens qui se préoccupent beaucoup plus de ce qu'ils mangent. Et je pense que les médias jouent un grand rôle là-dedans en nous donnant de l'information. On critique parfois les médias, mais il y a des fois, on devrait quand même reconnaître que s'ils n'avaient pas mis ces sujets-là de l'avant, on ne serait peut-être pas aujourd'hui ici pour en parler. M. Saint-Pierre, peut-être? Non, je trouve que la remarque est très pertinente, effectivement. La société change, les attentes des consommateurs changent également. Et il y a des tendances aussi qu'on observe. Il y a une agriculture qui travaille fort pour développer à côté de ce qu'on fait maintenant. J'ajouterais, depuis 50 ans, on n'a pas changé notre modèle. C'est surtout ça la question. C'est qu'on a mis en place des politiques il y a une cinquantaine d'années. Et ces politiques-là nous amènent là, actuellement. Et la dernière fois qu'on a porté un regard sur l'avenir, c'était la Commission sur l'avenir de l'agriculture qu'on a vite fait enterrer. Alors, le rapport, entendons-nous, là. Mais c'est la dernière fois qu'on a fait un exercice qui était justement pour dire où allons-nous. Et si je regarde un peu du côté éducation, j'ai encore l'impression qu'on enseigne ce qu'on fait et non pas ce qu'on devrait faire. Alors, enterrer un rapport, c'est vraiment très bien. bon, Oui. Sur ce, Monsieur le député de Bourget, je cède maintenant la parole au député de Dubuque. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Bonjour. Je salue votre engagement. Messieurs, vous et l'organisation, dites-moi, première question, on parle d'éducation, d'enseignement. On a un certain retard. Est-ce que vous croyez qu'on aurait le potentiel pour déployer des formations sur des niches, mais en région aussi? Ma collègue députée a fait allusion cet avant-midi j'oublie le terme, mais en fait, à toute l'information pertinente pour monter les formations en question. Monsieur Debailleul. Je pense que quand on parle de formation, effectivement, ça ne concerne pas seulement les agronomes ou les chercheurs, ça concerne les agriculteurs, ça concerne tous les intervenants. Donc, effectivement, ça doit s'envisager à tous les niveaux de formation. Et en particulier, ça ne doit pas être limité aux facultés d'agriculture, mais à toutes les institutions en région qui contribuent à la formation des intervenants en agriculture. Monsieur le député de Dubuque. Dites-moi, sur le volet apiculture, vous signifiez que les larges zones de type monoculture ont des incidences. On en a parlé cet avant-midi. Est-ce que vous croyez, tantôt vous avez fait allusion à du génie rural, est-ce qu'il serait une priorité d'accentuer l'encadrement? Est-ce que c'est aussi une possibilité d'accentuer l'encadrement de zonage ou territorial pour davantage protéger les apiculteurs?
Monsieur Debailleul. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'apiculture. On a beaucoup raisonné sur les liens entre l'utilisation des pesticides et la disparition des abeilles. On sait qu'il y a un certain nombre d'années, on mettait aussi en cause la diffusion d'un virus, le Varroa, qui était responsable d'une bonne partie de la mortalité. Il y a un certain nombre d'études qui tentent d'établir des liens entre l'utilisation des pesticides et la diminution du nombre d'insectes pollinisateurs. On peut aussi, et indirectement on y a fait allusion, on peut aussi se demander si une partie de la disparition n'est pas liée à la disparition de leur alimentation. C'est-à-dire, si vous trouvez des zones dans lesquelles vous ne trouvez que du maïs ou du soja, ça ne donne pas grand-chose à manger aux abeilles. Donc, là encore, on revient à la nécessité de revoir notre modèle agricole. Monsieur le député. Dites-moi, vous présentez un portrait chronologique, statistique, historique, peu reluisant au Québec par rapport aux autres provinces dans le mémoire. Le plaidoyer est assez expéditif aussi. Vous faites allusion à quelques reprises des monocultures, soya, maïs, sans nécessairement vous avancer sur d'autres contraintes majeures. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans ce qui est une incidence ou plutôt une réalité contraignante par rapport à nos résultats en matière d'utilisation de pesticides au Québec? Monsieur Saint-Pierre. L'agriculture qu'on a aujourd'hui est celle qu'on a orientée, que les programmes gouvernementaux, on a voulu, par exemple, développer ces productions-là à un certain moment avec un incitatif très fort qui était l'assurance stabilisation. Et on y est allé dans cette direction-là. Le problème, c'est que ça fait 40 ans que ça. Et là, notre production ne s'est pas diversifiée. Il n'y a pas eu d'incitatif non plus très, très fort à diversifier ces productions-là. Donc, on retrouve véritablement comme deux agricultures. Et l'autre jour, j'en parlais de la Montérégie. Il y a comme deux Montérégies. Il y a celle du maïs soya qu'on voit quand on se promène sur la route 20. Puis il y a également celle du Jardin de Montréal, qui se trouve à l'ouest avec Sherrington. C'est deux réalités tout à fait différentes. Mais entre les deux, il y aurait peut-être eu une possibilité, puis encore aujourd'hui, de faire un peu plus de variété, de diversité. Il y a d'autres productions qui existent ailleurs et pour lesquelles l'industrie mondiale est en grande demande. Les lentilles, les pois, les fèves blanches, le canola. Évidemment, ça demande des infrastructures, mais on a mis des infrastructures qu'il fallait pour le maïs. On pourrait peut-être aussi commencer à mettre les infrastructures pour faire autre chose. Alors, c'est véritablement les politiques qui nous amènent dans cette situation-là, mais le grand problème, c'est qu'ils n'ont jamais été revisés. Merci, Monsieur le député de Dubuc. Je cède maintenant la parole au député de Lac-Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. J'ai aimé la dernière intervention. Vous parlez d'un modèle de 40 ans, une monoculture intensive. Vous parlez, on n'a pas travaillé ou il ne s'est pas fait de développement au niveau des autres. Essayer de trouver des niches, d'autres cultures, mais moi, en région, et pour avoir fait le tour de beaucoup de régions, puis je parle des régions plus au nord, des régions que je dirais boréales, tu sais, hein? C'est à la mode. Il s'est quand même développé, entre autres des petits fruits, beaucoup de nouveautés. Il s'est quand même développé des cultures en termes au niveau du lin. Il y a bien des choses, la gourgane, qui se sont développées. Là, vous y allez avec un modèle, mais j'aimerais vous entendre. Avez-vous été un petit peu plus ailleurs en région? Parce qu'il semble y avoir une distorsion dans le Québec, là. On parle beaucoup de concentration dans certains secteurs, puis là, je l'entends depuis hier, mais il y a tout le reste des régions aussi qui sont plus au nord, où il y a aussi de la production animale. J'aimerais vous entendre là-dessus. Quand on a des productions animales, ça n'a pas juste des inconvénients, ça? Ça a des avantages, sûrement. Monsieur Debailleul. Je suis tout à fait content de votre observation parce que, d'une part, ça permet de mettre un peu plus l'accent sur le fait que la problématique des pesticides, c'est la problématique d'un certain type d'agriculture. Enfin, surtout si on parle des herbicides en tant que tel. C'est la problématique de certaines grandes cultures.
Dans certaines régions, effectivement, on a développé un certain nombre de cultures différentes. Parce que, entre autres, on ne pouvait pas faire de maïs. Et il faut bien reconnaître que ces cultures, les agriculteurs les ont lancées sans beaucoup de soutien de la part des programmes agricoles. Ils n'étaient pas dirigés vers la diversification. Et c'est d'autant plus important de signaler ça que ces régions, si on se place dans une perspective de changement climatique, vont probablement être aussi des régions dans lesquelles la diversification des productions agricoles va être encore plus possible. Mais encore faut-il qu'on s'y prépare. J'ai tendance à dire l'agriculture québécoise pourrait être une de celles en Amérique du Nord qui pourrait tirer le mieux son épingle du jeu dans la perspective de ces changements, si on se réfère au scénario climatique d'Ouranos, par exemple. M. de Belliol, je dois vous interrompre puisque cette période d'échange est maintenant terminée. Je cède maintenant la parole à la députée de Maurice Richard. Je vous remercie, M. le Président. Messieurs, mais si vous voulez terminer votre phrase, n'hésitez pas. Mais si on veut s'y préparer, il faut le faire dès maintenant. C'est-à-dire qu'il faut penser dès maintenant au type de culture que l'on va pouvoir promouvoir dans 20 ans ou 25 ans. Il faut préparer les programmes de formation à la destination de l'ensemble des intervenants, etc., etc. Madame la députée. Je vous remercie. Je vais aller sur des points spécifiques de vos recommandations, en fait. Puis vous en aviez parlé beaucoup de la question de la formation agroécologique. À qui, selon vous, précisément, devrait s'adresser cette formation? Quand vous dites ajouter de la formation au niveau des collèges, au niveau des universités, vous parlez de quel corps de... Se destinent à l'activité agricole et de ceux qui à devenir des agriculteurs, et puis de ceux qui vont intervenir dans le conseil agronomique, à quelque niveau qu'il soit. Donc, on parle des agriculteurs, des producteurs et des agronomes. C'est ce que je comprends, oui. si on le résume. Parfait. Vous avez dans vos recommandations aussi une recommandation qui se lit comme suit, là, que le MAPAC ouvre ses programmes de soutien financier à d'autres productions agricoles afin de ramener une plus grande diversité de cultures dans les régions de monoculture plus grandes utilisatrices de pesticides. Votre recommandation, quelle est-elle exactement? Comment vous parce qu'elle n'est pas déclinée, on n'a que cette phrase-là. Qu'est-ce que vous entendez par cette recommandation? Monsieur Saint-Pierre. Les programmes de soutien gouvernementaux jusqu'à présent ont été axés sur des productions très définies. Ça a donné un résultat très précis. Ce sont les productions qui ont connu un essor particulier. Ce qu'on voudrait à cet égard-là, c'est qu'on répartisse différemment les soutiens et qu'on encourage à la fois des nouvelles productions qui occupent déjà, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, certaines parties, mais évidemment pour lesquelles des développements sont possibles, et qu'on fasse un peu aussi un soutien qui est beaucoup plus global à l'agriculture et non pas sur une production définie. J'ai écrit un rapport sur le sujet. Quand on soutient une production, elle se développe. Mais si on n'arrête pas de la soutenir, elle va faire de l'embonpoint un peu. C'est un peu ce qu'ont fait nos productions actuellement en grande culture, un peu d'embonpoint. Et tout ça parce qu'évidemment, les argents et des fortes sommes étaient destinés. Alors, lorsqu'on parle de réorienter certains soutiens, ça peut être aussi pour des périodes de transition vers une autre production. On l'a fait, mais je pense assez modestement du côté biologique. C'est un exemple. Mais décloisonnons le soutien à l'agriculture. Le Québec n'a pas été avare du côté des soutiens. En dollars, le Québec a soutenu sur l'agriculture plus que n'importe quel autre gouvernement pan-canadien d'est en ouest. Alors, on a été donc historiquement une des provinces la province, en fait, qui a le mieux soutenu son agriculture.
Maintenant, le constat que j'ai fait, c'est qu'on ne l'a pas nécessairement bien soutenu. Voilà. Madame la députée. Parfait. Vous avez abordé dans votre présentation aussi toute la question des dénonciations qui ont été faites par M. Louis Robert sur les questions d'indépendance de la recherche. C'est ce qui a été beaucoup au cœur des débats des derniers mois. Est-ce que, de votre point de vue, à vous, là, de votre lecture, vous évaluez que la recherche qui est faite à l'heure actuelle, elle est teintée justement par des acteurs externes? Monsieur Debailleul. Écoutez, il y a d'une part la recherche qui est menée dans le cadre universitaire et qui, pour une bonne part, est financée à même les grands fonds de financement de la recherche. On peut dire que là, l'influence, j'allais dire, du secteur privé est peut-être plus limitée, encore qu'elle n'est pas totalement absente. Puis, il y a la recherche qui se mène dans les centres de recherche appliqués mis en place par le ministère de l'Agriculture dans le cadre des années 90. On a évoqué le sérum, on a évoqué l'IRDA. Il y avait un souci de la part du MAPAC à l'époque dans la mise en place de ces centres. C'est d'une part de rapprocher en quelque sorte ces centres du milieu agricole, de s'assurer que les recherches qui se menaient répondaient aux besoins des producteurs agricoles. Et puis aussi, éventuellement, le constat ou l'idée que, puisque les agriculteurs étaient les principaux bénéficiaires des résultats de la recherche, ils pouvaient être aussi associés à son financement. À mon avis, ça procède peut-être un peu d'une erreur dans le sens où la recherche agricole n'est pas seulement une recherche visant à répondre aux problèmes des agriculteurs, mais c'est aussi un bien public, ça concerne l'ensemble de la société. Et on a cru bon, pour ce faire, de faire entrer dans les conseils d'administration de ces centres des représentants du secteur privé. Moi, j'ai eu l'occasion de siéger sur certains de ces conseils d'administration quand j'étais vice-doyen de la faculté, et j'ai pu effectivement noter que certains représentants du secteur privé se montraient très véhéments vis-à-vis de certaines orientations. Ce qui m'amène à penser que c'est important que ces centres de recherche restent à l'écoute des préoccupations et des besoins du milieu, mais ça ne passe pas forcément pour moi par la présence effective, éventuellement même à des postes décisionnels dans les conseils d'administration des représentants du secteur privé. Merci. Madame la députée. Je vous remercie, c'est très clair. Je suis bien contente d'avoir votre opinion là-dessus parce que c'est un des volets justement auxquels on s'adresse dans notre mandat d'initiative sur toute la question de l'indépendance de la recherche. J'aurais une dernière question que j'ai posée aussi à l'ensemble des groupes qui sont présentés, à savoir est-ce que est-ce que nous disposons de l'information complète sur les effets des pesticides sur la santé au Québec? Est-ce qu'on a cette information-là, à votre avis? Est-ce qu'on est capable de prendre les décisions nécessaires avec l'information dont on a? Et si votre réponse est non, est-ce que, justement, vous jugez qu'il serait nécessaire de faire une étude épidémiologique sur les risques toxicologiques des pesticides? Monsieur Debailleul. Je pense que les citoyens du Québec sont actuellement bénéficiaires d'une quantité importante d'informations, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la capacité de départager le plus sérieux et le moins sérieux dans l'ensemble de ces études. Et parce qu'il en fait, il y a encore un certain nombre de recherches qui devront être poursuivies. Permettez-moi de dire qu'à titre personnel, par exemple, étant grand-père d'un petit enfant autiste, je réagis très violemment à des études qui semblent établir un lien entre autisme et utilisation de pesticides. On le fait comme on l'a fait il n'y a pas si longtemps entre l'autisme et le recours à certains vaccins.
Simplement pour dire que finalement, peut-être qu'on a beaucoup d'informations, mais on a encore aussi beaucoup de prudence à avoir avec l'utilisation de certaines de ces informations. J'ai entendu les représentants de l'Institut de la santé publique dire qu'effectivement, ils ne menaient pas de recherche eux-mêmes, mais il y a beaucoup de recherches qui se mènent un peu partout. Le tout, c'est de départager, en fait, les résultats de ces recherches entre ce qui reste incontestable et ce qui ne l'est pas encore tout à fait établi. Madame la députée, ça va? Parfait. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant céder la parole à la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous d'être là. C'est extrêmement intéressant. Vous êtes les premiers à nous parler. J'aimerais revenir aussi sur la diversité des cultures parce que vous êtes les premiers à nous amener ça comme élément de solution à l'utilisation des pesticides. On sent là aussi un peu l'esprit du rapport Pronovo que vous avez évoqué tout à l'heure, de diversifier notre agriculture, d'avoir une agriculture qui est plus plurielle. Puis j'aimerais encore vous entendre entre justement le lien qu'on peut faire de l'application des pesticides dans les monocultures. Ce que je comprends, c'est qu'avec une agriculture plus plurielle, plus diversifiée, il y aurait moins d'utilisation de pesticides, à votre avis? Alors, M. Saint-Pierre. L'utilisation des pesticides n'est pas égale d'une production à l'autre, loin de là. Et ce que je mentionnais au début, c'est que la plus vieille pratique pour réduire l'utilisation des pesticides, et à l'époque, on ne les connaissait même pas, c'était la rotation des cultures. On ne faisait pas 10 années de suite de pommes de terre sur le même lot, parce qu'on savait que le dorifort était pour s'en emparer instantanément. Il fallait donc trouver des moyens de faire ça. Et donc, ce n'est pas une solution magique, mais c'est une façon importante de réduire l'utilisation. On n'ira pas qu'il existe encore des moments où, de façon très précise, on va pouvoir les utiliser, mais on sait, par ailleurs, parce que les informations sont beaucoup plus à jour, que on n'est plus comme auparavant dans l'approche on va le faire au cas où. Simplement, Madame la députée, allez-y, poursuivez avec une autre question. Au niveau de la rotation des cultures, on a visité une ferme qui est certifiée biologique, qui faisait beaucoup de lutte intégrée, puis qui faisait la rotation des cultures, mais on restait encore entre la rotation maïs, soya, blé et une autre culture de couverture, là, soit des pois ou quelque chose comme ça. Mais à ce que j'entends, c'est qu'il faudrait se diversifier même dans le type d'agriculture qu'on fait, non seulement dans la rotation, mais aussi dans le type de culture. Monsieur Saint-Pierre. Absolument, je pense qu'il faudrait regarder ça. Dans ce secteur-là, par exemple, le côté légumes de transformation est une alternative intéressante, pas largement utilisée, mais quand même, il y en a qui le font. Et c'est une voie d'amener un peu plus de diversité. Il y a bien sûr, j'en mentionnais également, tout le côté lentilles, pois, fèves qui... quand on va dans l'Ouest canadien, on s'aperçoit que ça devient des productions extrêmement importantes et qui se destinent à des marchés, notamment le marché du Maghreb est un grand utilisateur de lentilles. Donc, il y a des avenues, là. On peut arrêter d'être campé sur ce qu'on faisait hier et on va faire demain. Merci, M. Saint-Pierre. Je dois vous interrompre à ce stade-ci pour céder maintenant la parole au député de Bonaventure. Merci, M. le Président. Pas toujours évident de passer le dernier. Hein? Ça prend de l'imagination. Vous avez soulevé tout à l'heure, je vais le dire en mes mots, là, une forme de favoritisme en termes d'investissement pour soutenir certains types de production, où l'État priorisait certains types de production agricole. Lesquels et pour quel marché? Monsieur Saint-Pierre. Lorsqu'on a créé des programmes, on a voulu, on appelait ça un programme de soutien, mais ça a été aussi largement utilisé comme programme de développement. On était à une époque, si on remonte presque 50 ans en arrière, en tout cas 40 au moins, on était à une époque où on sortait de la ferme mixte, de la ferme familiale, et le mot d'ordre, c'était « spécialisons-nous ».
Dans le domaine des grandes cultures, la priorité a été mise rapidement sur le maïs grain. Bon, un maïs d'alimentation animale pour lequel on était dépendant du marché extérieur. C'était, on peut dire, la première avec un succès assez phénoménal. Il y a eu un développement extraordinaire de cette production-là dans la zone qui permet, une zone où les unités thermiques sont assez élevées. Par la suite, on s'est dit, oh, ça a marché, on va le faire sur autre chose également. On a introduit, et heureusement, le soya ou le soja, selon qu'on est français ou québécois, on a introduit ça, heureusement, pour avoir une culture alternative et éviter le compactage des sols qui devenait très problématique. Mais ces programmes-là ont été mis en place à peu près à chaque fois pour développer quelque chose. On l'a fait dans la production bovine également, et le succès était là. Le problème, c'est qu'on était il y a 40 ans, puis on est encore à la même place. Monsieur le député. On n'a pas évolué à ce niveau-là. Question ou une inquiétude. Le ministre Fitzgibbon, via un projet de loi, va probablement rapatrier une partie de la recherche dans son ministère et associer les objectifs de la recherche à des impératifs économiques. On parle d'indépendance des groupes de recherche, on parle de l'autonomie des chercheurs, et là, bon, j'ouvre une autre discussion, mais éventuellement, il va falloir regarder ça de très près pour protéger l'indépendance des chercheurs au niveau universitaire via les pressions du marché ou de certaines institutions, organisations, je dirais, de production de pesticides, entre autres. Je ne sais pas si on peut répondre très brièvement. Le temps est déjà écoulé. Peut-être 5 secondes, allez-y. Je pense qu'effectivement, il faut être très sensible à ça et surveiller ça de près. Merci beaucoup pour votre contribution aux travaux.